Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Dis-nous tout. Disons que c'est une phrase qui m'a inspirée, que ma maman m'a inspirée, parce qu'elle m'a toujours appris à toujours donner le meilleur de moi, à toujours croire en mes rêves, et que si j'ai envie de faire quelque chose, c'était à moi de me donner les moyens pour le faire, que tout est possible. Et ça, j'y crois sincèrement. Quand on veut quelque chose, si on se donne les moyens, on y arrive. Ok. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Citizen Cast, les coulisses du sport. Aujourd'hui, on reçoit Amélie Marot, triathlète française, deuxième au triathlon d'Italie. Troisième. À 2 secondes près. Ok. Au triathlon d'Italie et qui commence le championnat du monde Ironman à Nice cette année, c'est ça? C'est ça, en septembre. Je me suis pas trompé. Ok. Comment ça va? Ça va, super. Parle-nous un peu de toi. Présente-toi rapidement. Alors, je m'appelle Amélie, comme tu l'as dit, je vais avoir 30 ans cette année. Ouais. Je suis originaire de Touraine. Okay. J'ai passé 10 ans de ma vie à Paris pour les études, puis pour le début de ma carrière sportive. Ok. Et je suis à Tours là depuis 2 ans. Je suis revenue un peu au bercail après avoir goûté à la vie parisienne, festive, et maintenant plus axée sport. Ok. Et justement, comment tu t'es retrouvé dans le sport? Comment ta passion pour le sport a débuté? Alors, j'ai toujours été sportive. Quand j'étais petite, j'étais quelqu'un d'hyperactif qui avait vraiment besoin de me dépenser. J'ai fait de la natation étant très jeune. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de l'équitation. J'ai arrêté le sport pendant quelques années parce que j'avais plus le temps. En fait, quand j'étais en première terminale, je bossais en fait le week-end. Je faisais des extras le week-end pour me payer des voyages. Pareil pour les vacances. Donc j'avais pas forcément beaucoup de vacances. Ouais. Et j'ai repris le sport dans la muscu à la salle tout simple en 3e année d'école d'ingé. Donc j'ai arrêté à peu près 5 ans. Et la course à pied, c'est arrivé après une rupture amoureuse qui a été un peu difficile. Okay. Tu cherches un exutoire? Ouais, c'est ça, c'était un peu ça. Okay. Et je me suis mis à la course à pied. J'ai fait une prépa on s'est séparés en décembre 2018. J'ai fait le semi-marathon de Paris de mars. Donc j'ai fait une prépa de 3 mois en débutant vraiment de zéro. Okay. Et voilà. Et puis après, du coup, j'ai kiffé, j'ai adoré franchir cette ligne d'arrivée et m'écrouler à la fin. Et je me suis dit, j'ai envie de refaire. Et voilà. J'imagine que tu as des parents sportifs? Alors oui et non, pas tant que ça. Enfin, mes parents, c'est pas eux qui m'ont inspiré dans le sport, c'est eux qui m'ont mis au sport. Ouais. Mais c'est plus j'essaye maintenant de partager ça avec ma maman. Je sais qu'on a fait un 10 km il y a 2 ans ensemble, mais c'est pas eux qui m'ont mis dans le sport, pas au niveau où j'en suis aujourd'hui en tous les cas. Ouais, qui t'ont poussé. Et mais tu faisais du sport étant enfant? C'est ça, c'est en activité très scolaire. Ma maman m'emmenait beaucoup, c'est elle qui faisait tous les allers-retours pour gérer tous les ouais. toutes les activités entre mon frère, ma sœur et moi. Donc, et tu faisais quoi? Donc j'ai fait de la gymnastique, okay. J'ai fait de la piscine, j'ai fait de l'équitation. Je crois que c'est tout en vrai, en sport c'est déjà pas mal. Et quand tu as décidé de te lancer dans le sport, pourquoi le triathlon? Alors, c'est pas le plus simple des sports. En fait, je commençais à courir. Ouais. Je me suis un peu blessée. Je faisais n'importe quoi, comme beaucoup de triathlètes, enfin beaucoup de coureurs au début. Ouais. Je faisais un peu n'importe quoi. J'étais pas très progressive, donc du coup, je me suis un peu blessée. Je commençais à retourner à la natation parce que ça me plaisait. Et c'était vachement bien pour des articulations et même pour créer de l'endurance. Et j'ai un collègue à l'époque qui m'a dit mais tu nages, tu cours. Il te manque que le vélo. Pourquoi tu fais pas du triathlon? En plus, on habitait à côté et on avait un très bon club de notre ville. Il fait, fais du triathlon. Et moi, je connaissais pas du tout ce sport-là. Enfin, je savais c'était quoi le triathlon, mais je ne m'intéressais pas du tout à ce sport avant. Ouais. Et j'ai commencé à regarder des vidéos. Je tape triathlon sur YouTube et en fait, je tombe sur des vidéos d'Ironman. Okay. Et juste voir les gens passer ces finish lines,
J'en avais des larmes aux yeux juste en regardant les vidéos. Donc je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de ressentir ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je me suis toujours dirigée vers la longue distance, parce que c'était vraiment être à bout de l'effort qui m'intéressait, et vraiment dépasser ses limites. Et là, on est à quel moment dans ta vie? Là, c'était c'était en 2020. C'était en 2019. C'était en 2019, fin 2019. Donc du coup, fin 2019, en décembre 2019, j'ai pris ma licence, je me suis inscrite au club. Début 2020, je prends contact avec mon premier coach pour faire un Half Ironman en fin 2020. C'était le projet. Okay. Et 17 mars 2020, 2 semaines avant, 1er mars 2020, je reçois mon premier vélo. Okay. Je fais une sortie avec une fille qui est devenue ma binôme de tri, Sandy. On est parti faire 90 km en chevreuse contre le vent. C'était horrible, mais c'est génial. Ouais. Et 2 semaines après, on était confinés. Ok, donc on arrive dans le confinement. Comment t'as géré ça? Alors j'ai eu beaucoup de chance à l'époque d'avoir un banquier qui avait été hyper cool et qui m'avait permis d'avoir un petit prêt pour investir sur tout le matériel que je voulais juste avant le confinement. Enfin, j'avais pas du tout prévu ça, donc du coup dès que j'ai commencé le triathlon, j'avais pu investir dans le vélo, le home trainer, la trifonction. Enfin, j'avais tout le matériel chez moi. Donc du coup, quand on s'est fait confiner, comme tout le monde, je faisais mon petit tour de 1 kilomètre autour de chez moi pendant 1 heure. Enfin voilà. Ouais. Et j'avais mon home trainer, donc ça me permettait de faire du vélo en fait sur home trainer. Et la trifonction, qu'est-ce que c'est? La trifonction, c'est le vêtement que tu portes pour le triathlon. Okay. C'est un vêtement technique qui sèche très rapidement. C'est une sorte de petite combinaison. D'accord. Donc voilà. Ok, donc t'avais le home trainer, tu pouvais pédaler à la maison, t'avais l'écran, C'est ça. Ok, donc ça a pas changé grand chose. Je suis restée très active en fait pendant ce temps-là, donc c'était plutôt cool. Enfin, non, j'irais pas cool parce qu'on était confinés, mais dans le sens où je me levais le matin, je faisais mon sport le matin. T'as pu continuer à suivre ton programme. Ouais. Et à ce moment-là, quand t'as commencé le triathlon, est-ce que t'as eu une sorte de rôle modèle ou quelqu'un qui t'inspirait? Moi, celle qui me faisait rêver et qui me fait toujours rêver aujourd'hui, c'est Lucy Charles, qui est devenue championne du monde d'Ironman cette année, enfin l'année dernière du coup. Et en fait, ce qui m'impressionnait chez cette nana, c'est que, en fait, elle était un chouïa plus jeune que moi. Ouais. Elle venait de la natation, c'était une athlète pro de nageuse, et en fait, elle voulait se qualifier aux Jeux Olympiques et elle n'avait pas réussi. En fait, j'ai découvert son histoire il y a pas très longtemps et elle a pas réussi, et en fait, elle s'est dit ok, je vais me mettre dans le triathlon, et elle s'est donné une hargne de ouf, et elle a jamais lâché, et elle a eu son titre de championne du monde là il y a quelques mois quoi. Donc okay. C'est vraiment je pense que c'est mon petit modèle. Okay. Tu l'as déjà rencontrée? Non, j'espérais la rencontrer au championnat du monde là à Nice, mais j'ai appris qu'elle ne les faisait pas. Du coup, un autre jour. Ok, c'est intéressant. Voilà. D'accord. Donc c'est ton rôle modèle, et du coup c'est c'est là-dessus que tu te basais pour. Ouais. Après il y avait pas que elle. Hein. Il y a même dans les athlètes françaises, il y avait Manon Jeunet et Jeanne Collonges que j'admire énormément, qui sont aujourd'hui des rôles modèles parce qu'elles sont devenues mamans, et je trouve que c'est hyper important d'avoir des athlètes comme ça qui nous partagent la maternité, parce que quand on est athlète, qu'on fait de la performance, on a toujours cette question de quand on arrive à un âge d'avoir des enfants, de se dire mais en fait est-ce que ça va pas, surtout quand on n'est pas pro, est-ce que ça va pas juste tout stopper et je vais jamais revenir quoi. Et c'est un choix qui est très très difficile à faire. Et je trouve que d'avoir des modèles comme Manon Jeunet ou Jeanne Collonges qui reviennent à leur niveau derrière, enfin Manon Jeunet vient juste d'accoucher, mais Jeanne Collonges qui revient à son niveau, franchement je trouve ça incroyable. Et du coup aujourd'hui c'est des femmes que je respecte énormément et que j'admire et que j'aime voir performer, parce que je me dis un jour si j'ai envie d'avoir des enfants, je pourrais revenir derrière quoi. Ouais, ce sera pas forcément un frein qui va t'empêcher de. Ok, est-ce que tu as d'autres passions en dehors du triathlon? J'adore la cuisine. Je suis un fin gourmet.
J'aime beaucoup cuisiner. C'est vrai que ça, je le tiens de ma maman. Elle m'a, en fait, j'ai toujours cuisiné quand j'étais petite avec elle. Et du coup, quand je suis devenue étudiante, je ne faisais pas partie de ces gens qui achetaient des plats préparés ou qui commandaient ou quoi. Non, j'ai toujours cuisiné mes plats, etc. Et c'est vrai que du coup, je cuisine de manière très gourmande. Et mon copain maintenant m'a dit, ce serait bien qu'on mange sain. Ouais. Enfin, pas sain, mais genre sans gourmandise, parce que bah, lui, il a pris un peu de poids depuis qu'on est ensemble. Ouais, mais après, j'adore cuisiner, c'est ce que je préfère. Ok. Comment tu décrirais ta personnalité? Je suis quelqu'un de très ambitieuse, je pense. Ouais. J'aime me dépasser. Ouais, c'est ça, j'aime me dépasser, j'aime croire en mes objectifs. Après, je suis aussi quelqu'un qui est à l'écoute et qui aime aider les gens. Je sais que j'adore le marathon de Paris, bah, c'était hier et j'ai payé le frère d'une copine à l'occasion et j'ai trouvé ça incroyable de juste être là pour lui et de l'aider à se dépasser. Et je l'avais fait déjà l'année dernière pour un autre copain et je l'avais fait il y a 2 ans pour une copine. Et ouais, j'aime bien être là pour les gens et les aider à dépasser leurs objectifs Okay. Et les motiver. Je précise aux auditeurs que c'est ta première vraie interview. Oui. J'ai pas réussi à trouver d'infos sur toi. Donc, oui. Toutes les réponses aux questions, je les découvre en même temps que les auditeurs. Complètement spontané. Et quand tu as commencé, quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Bah, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est vraiment crois en tes rêves, ouais. Donne-toi les moyens et tu réussiras. Okay. Et ça, c'est mon premier coach sportif qui me l'a aussi inculqué. C'est vraiment, on s'en fout de ce que disent les autres. Si tu crois en toi, tu peux tout faire. Ouais, c'est ce que Alexandre Enrard me disait aussi. Il est sur la même ligne que toi. Et comment tu restes motivé jour après jour pour continuer à aller t'entraîner tous les jours, faire des sorties, suivre ton programme Bah, je vais pas dire que c'est facile tous les jours. Clairement, il y a vraiment des jours où ça m'est déjà arrivé de vraiment me lever, prendre ma voiture, aller à la piscine et retourner chez moi. Et incapable d'aller dans le bassin. Vraiment, genre, et c'est pas facile tous les jours. Quand c'est comme ça, j'essaie de penser à pourquoi, en fait, je fais ça. Parce que personne m'a mis un couteau sur la gorge, hein. Personne m'oblige à m'entraîner comme je m'entraîne. Enfin, c'est un choix personnel. Donc, j'essaie de réfléchir à pourquoi. Je fais beaucoup de visualisation. Ça, on le fait avec ma coach mentale. Je fais de la visualisation pour m'imaginer sur la ligne d'arrivée. Et bizarrement, quand je m'imagine ça, bah, j'ai envie d'aller m'entraîner. Et après, la motivation, elle vient, et c'est la discipline qui reste, et c'est ça qui te fait avancer. Et si tu as ce mindset d'avoir la discipline, normalement, tu peux tout faire. Et justement, est-ce que t'as une routine quand tu te lèves le matin? J'avais, avant, quand j'étais célibataire. Mais maintenant, on a plus envie de faire des câlins, c'est normal. Non, aujourd'hui, ma routine, je pense, déjà, je partage ma vie avec quelqu'un qui me pousse, et ça, c'est hyper important d'avoir un compagnon. Enfin, quand on est avec quelqu'un, que cette personne t'emmène vers le haut, c'est hyper important. Enfin, je sais que quand des fois j'ai pas envie de m'entraîner, il me dit allez, vas-y. Du coup, j'y vais. Et après, je suis contente. Et puis le matin, non, j'ai pas de routine particulière. Juste, toutes les semaines, ma semaine, elle se ressemble. Du coup, je sais que tous les lundis matins, je vais à la piscine, donc je sais que tous les lundis matins, je vais mettre mon réveil. Tous les mardis, je vais au travail à Paris, donc je sais que le mardi, en général, c'est là où j'ai pas trop de sport. Le mercredi, j'essaie d'avoir toujours le même routine pour chaque jour, et j'essaie d'inclure un peu quelques étirements, activations musculaires, comme ça, je suis motivée pour la journée, et surtout avoir une bonne alimentation. Je pense que ça, c'est aussi hyper important. On va y revenir sur la partie alimentation. Et comment tu gères l'équilibre pro et sportif? Alors, pro et sportif, pour le coup, ça va. C'est pas trop difficile à gérer, dans le sens où je suis à mon compte, je suis freelance. Okay.
Donc du coup, c'est moi qui choisis mes missions concrètement. Ouais. Là, en plus, avec le client que je me suis trouvé cette année, j'ai très vite pu négocier, excusez-moi, de faire 15 jours de présentiel par semaine. Donc, c'est-à-dire que je bosse 4 jours de chez moi. Okay. Donc ça, c'est hyper confortable, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, avec ce client, là, cette année, on a commencé ça au mois de janvier. Je lui ai partagé mes ambitions pour les mondiaux. Je lui ai dit que voilà, le sport, ça avait une très grosse place dans ma vie et que je voulais m'investir dedans. Et lui, il n'y a aucun problème. Et du coup, j'ai négocié de ne plus travailler le mercredi après-midi. Donc, comme je suis à freelance, c'est juste que je ne facture pas le mercredi après-midi. Donc, il y a pas de problème. C'est pas une demande. Enfin, c'est juste, voilà, je l'ai informé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si jamais je dois trouver d'autres clients pour X raisons, ce sera un prérequis. Je ne veux plus travailler le mercredi après-midi. Okay. Parce que j'ai envie de faire autre chose. Et c'est pas forcément que du sport. Enfin, là, je m'en sers beaucoup pour aller faire du vélo parce que les beaux jours reviennent. Ouais. Mais de janvier à mars, concrètement, je dormais, je cuisinais, je faisais des tâches un peu que j'ai pas le temps de faire en semaine parce que du coup, tu te lèves à 6 heures, tu vas à la piscine, après tu enchaînes le travail, après tu te renchaînes une séance, tu finis à 21h. Bon, t'as pas forcément envie de faire le ménage, t'as pas forcément envie de faire, je sais pas, la lessive, etc. Donc, là, c'est des tâches que je vais faire un peu plus le mercredi après-midi pour me dégager un peu plus de temps. Ok. Et dans ta vie perso, t'as rencontré des défis, des obstacles, des choses qui t'ont fait perdre un peu de motivation J'ai eu beaucoup de chance au début de ma vie d'athlète, on va dire que je me suis un peu blessée par-ci par-là, mais ça a été assez facile de m'en remettre. Mais j'ai traversé une épreuve l'année dernière dont j'ai pas beaucoup parlé sur les réseaux, enfin, voire pas du tout. Ouais. En fait, je suis tombée enceinte et j'ai décidé d'avorter 3 semaines avant mon Ironman. Ça a été un choix partagé avec mon compagnon. Enfin, on n'était pas prêts à avoir un enfant aujourd'hui et c'était voilà, on a partagé. C'était pas le bon moment dans notre vie. On sait qu'on veut des enfants, mais pas tout de suite. Ouais. Et je pensais que sur le coup ça allait parce que on avait choisi ça ensemble. L'opération s'est déroulée à peu près correctement. Enfin voilà, je pensais que ça allait. J'étais la tête dans le guidon dans la prépa. Moi, je pensais que à mon Ironman 3 semaines plus tard. Ouais. Et le contre-coup post-Ironman, et j'en suis encore un peu émue aujourd'hui parce que on s'en rend pas encore, on réalise pas encore beaucoup, tu vois. C'est que j'ai beaucoup sous-estimé le contre-coup mental et physique, et j'ai mis vraiment des mois et des mois à m'en remettre. Enfin, ça a été hyper dur déjà de me remettre de l'Ironman. Il y a ça. Ouais. 9 mois de prépa qui étaient hyper intenses, et en fait ça, je pense que c'est venu un peu couronner le tout, et je pense que j'ai mis peut-être 6 mois à un peu retrouver juste l'envie de m'entraîner. Enfin là, en gros, de octobre à décembre, enfin, je m'entraînais pas. C'est simple, j'arrivais pas. J'avais pas envie d'aller courir. J'avais prévu de faire la Saint-Élion. J'ai vendu mon dossard. J'arrivais pas à aller courir. J'arrivais pas à aligner 10 km. T'avais envisagé d'arrêter à ce moment-là? Je me suis posé des questions. J'avais déjà acheté mon dossard pour le Frenchman. Je l'avais acheté avant tout ça. Ouais. Donc, j'avais un dossard qu'il fallait honorer. Ce qui est une bonne chose parce que c'est ce qui m'a permis de remettre le pied à l'étrier. Je pense que j'aurais pas eu ce dossard. Bon, il y avait les mondiaux qui arrivaient, donc forcément, j'aurais peut-être mis plus de temps encore à m'en remettre. Ouais. Donc, ça a été une source de motivation. Et puis aussi, il y a de partager ça avec certaines filles sur Insta qui ont traversé la même épreuve. Qui m'ont soutenu, ouais. Enfin, en gros, j'ai pu en parler. En fait, le hasard a fait qu'elles m'en ont parlé. Du coup, je leur dis, en fait, moi aussi, j'ai eu traversé ça. Donc, j'ai fait, voilà, c'était cool de pouvoir parler avec des filles qui ont traversé ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de plateforme pour en parler. Enfin, moi, je l'ai pas dit à trop de monde. Ouais. Donc, j'ai été soutenue par ma famille, par mon copain, par mes proches. Mais ça reste quand même une épreuve un peu compliquée, quoi. Donc. Ouais. Et est-ce que c'est un sujet, ça, dans le monde de l'Ironman féminin? Éventuellement des athlètes qui sont amenés à peut-être ne pas vouloir tomber enceinte ou... Alors, je
Dans le monde du triathlon, je sais que c'est un sujet dans le sens où c'est compliqué, même quand tu es sportif, je pense, tout court. C'est compliqué de devenir mère parce que faut avoir des sponsors qui te suivent derrière. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es athlète pro, et surtout je parle vraiment purement pour les pros, quand tu es athlète pro, ta rémunération, principalement, c'est du sponsoring. Et quand tu tombes enceinte, c'est 9 mois de ta vie où t'as pas de compétition. Puis après, si tout se passe bien, tu peux reprendre peut-être 5, 6 mois après, et encore. Mais en gros, c'est peut-être 1 an, voire 2 ans où tu vas pas forcément performer au niveau où tu étais avant. Ouais. Et du coup, si t'as pas les sponsors qui te suivent, je trouve que c'est hyper compliqué. Enfin, je sais que j'ai déjà vu des reportages d'athlètes qui disaient que savaient pas comment faire, quoi. Les sponsors, il y a des sponsors, les athlètes tombent enceintes et les sponsors les lâchent. Et je trouve ça tellement dommage. Ah ouais. Ça, c'est dans tout sport confondu. Hein. C'est pas que dans le triathlon. Hein. Ok. Ça, c'est un vrai. La maternité dans le sportif, dans le sport professionnel, c'est un vrai sujet, je pense. Ok. Il va falloir qu'on s'y intéresse. Clairement. Faudrait trouver des solutions. Enfin, je ne sais pas à quel niveau, mais déjà peut-être. Juste que les sponsors réalisent que c'est pas parce que tu tombes enceinte que tu ne vaux plus rien, quoi. Ça s'arrête pas. C'est surtout qu'en termes de communication, tu peux quand même continuer à communiquer. Bien sûr. Même en étant enceinte. Et en début de carrière, est-ce que tu as rencontré des obstacles ? En début de carrière, je me suis blessée juste, au bout d'1 an, je me suis blessée, j'ai fait une double périostite et voilà. Okay. Mais sinon, j'ai pas rencontré d'obstacles particuliers. Enfin, c'était la première fois que j'avais vraiment un gros pépin sur une prépa, donc j'espère que du coup c'était la dernière fois aussi. Bon, après, j'avoue, je sors de 2 semaines un peu tangible où j'ai un peu enchaîné entorse, brûlure, otite. C'était génial. Okay. Là, ça va mieux? Là, ça va mieux. C'est bon. Okay. Et quand t'as commencé la compétition, et que tu t'es confronté aux autres athlètes, est-ce que tes objectifs ont évolué dans un sens ou dans l'autre? En fait, quand j'ai commencé la compétition, je sais que je voulais faire un Ironman, je savais que je m'étais écrit sur un bout de papier même quand j'ai commencé le triathlon que pour mes 30 ans je voulais participer à l'Ironman au championnat du monde d'Ironman à Kona. Okay. Donc, du coup le triathlon, le Covid a fait que ça s'est transféré à Nice, mais du coup je savais ce que je voulais faire. Ouais. Et je pense que le problème majeur auquel tout athlète se confronte, surtout dans le triathlon, surtout quand on veut faire du label. Après, on n'est pas obligé de faire du label Ironman. Hein. Il y a d'autres courses qui sont exceptionnelles et qui sont pas aussi chères. Mais c'est l'aspect financier. L'aspect financier, forcément, le vélo, ça coûte cher. Le matériel, ça coûte cher. Les dossards, ça coûte cher. Les déplacements, les logements. Donc ça fait, puis on fait pas un seul sport, on en fait 3, donc du coup, ça multiplie un peu les frais. Donc effectivement, je pense que c'est le premier problème auquel on est confronté. Et je sais que moi, au début, je voyais assez petit parce que, c'est moi qui payais tout. Et j'ai eu la chance d'avoir deux sponsors. Et c'est grâce à eux aujourd'hui que je fais les saisons que je fais et que je peux faire tout ce que je fais. Ouais. Mener ta carrière. Et t'as tout de suite eu un entraîneur ou t'as commencé d'abord par t'entraîner toi-même? Non, j'ai tout de suite eu. J'ai toujours eu un entraîneur. Okay. Surtout au début, j'étais pas. Autant aujourd'hui, j'ai suivi des formations pour être entraîneur en bénévole dans des clubs pour encadrer des séances. Je m'intéresse beaucoup au triathlon et aujourd'hui j'ai l'expérience qui fait que je pense qu'aujourd'hui, si je le voulais, je pourrais m'entraîner toute seule, mais de toute façon, j'en ai pas envie parce que je pense que on a beau être pro, avoir un coach, ça te permet vraiment de sortir de ta zone de confort et c'est hyper important d'avoir cette personne qui te dit là, qui te millimètre en fait ton entraînement et qui va te dire là c'est bien mais t'es un peu trop au niveau du cardio ou là t'as été un peu trop rapide ou alors des choses que genre tout seul. Tu verrais pas forcément. Tu le verrais, mais tu te dirais pas c'est un problème, quoi. Ouais.
Donc non, j'ai eu trois entraîneurs et là, le dernier en date, ça fait 2 ans que je l'ai et ça se passe vraiment super bien. Donc, je risque pas de changer tout de suite. Ok, super. Et est-ce que tu te souviens de ta première compétition? Oui. C'était le même entraîneur à ce Non, moment-là? pas du tout. C'était ton premier entraîneur? Ouais, mon tout premier entraîneur, qui était un excellent entraîneur. Ouais. C'est lui qui m'a donné le mental que j'ai aujourd'hui. La raison pour laquelle on a arrêté, c'est vraiment juste parce qu'il n'était pas spécialisé en triathlon et que moi j'avais besoin de quelqu'un qui se spécialise dans le triathlon pour ça. Et il y a pas de, enfin, on est parti sur un très bon terme et il n'y a pas eu de souci. Et je me rappelle ma première compétition où je découvrais le triathlon. J'avais jamais fait de triathlon de ma vie et j'étais passée sur un L à la Madine. Un L? Un L, c'est 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et 21 de course à pied. Ok, d'accord. Et en fait, je suis partie comme une dératée et j'ai fini vraiment carbo à la fin. C'était génial. Mais c'était un excellent. T'as adoré, tu t'es dit. Ouais, je me suis dit j'en veux d'autres. Ok, c'est super ça. Et du coup, comment t'as surmonté j'imagine tes premières contre-performances, parce que j'imagine que t'as pas gagné tout de suite. J'ai jamais gagné. Oui, voilà. Donc qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Au tout début, de toute façon, c'est un premier triathlon. Enfin, je sais que les premiers triathlons que j'ai fait, j'étais pas hyper performante, mais c'était le début, donc c'est normal. Ouais. On débute tous quelque part et on peut pas s'attendre des premiers triathlons à faire un sub 5 heures et enfin c'est pas comme ça que ça se passe, à moins d'être prédisposé et d'avoir pourquoi pas hein, mais moi je savais que en plus en m'orientant sur de longues distances, n'ayant jamais fait de courte distance de ma vie, je commençais à peine le triathlon, je savais que ça prendra du temps et d'investissement personnel et que il fallait être patient et que si je m'accrochais et que je donnais tout ce que j'avais, ça finirait par le travail finit toujours par payer. Ça j'en suis convaincue. Et du coup là, c'est vrai que la première course, j'ai fait un temps cata et aujourd'hui, j'espère ne plus jamais faire ce temps, mais en même temps, si ça doit arriver, ça peut arriver quoi. On n'est jamais à l'abri d'avoir un pépin physique, d'avoir un pépin matériel. Aussi. Et autant quand c'est un pépin matériel, ça peut nous forcer à l'abandon. Autant sur un pépin physique, par exemple, je sais pas. On a un problème gastrique, on a des crampes, on a mal en boîte, enfin voilà. Après moi je suis plus le style de personne qui ira jusqu'au bout même si je dois marcher, même si je dois ramper. Bon après si ça met ma vie en danger, peut-être que là il faut mettre le clignotant. Tu veux finir. Mais ouais, je suis quelqu'un qui est plutôt du style à terminer ce qu'il commence. OK. Et t'as fait des sacrifices pour mener à bien ta carrière de triathlète? Ouais. Des sacrifices qu'aujourd'hui j'essaie de doser. C'est-à-dire que là, je vais juste prendre mon exemple de l'année dernière où j'ai consacré 9 mois, on va dire, hyper intense à l'entraînement parce que je cherchais la qualif. Et ça, c'était admis. Mais à côté de ça, tu vois pas tes potes. Clairement, enfin beaucoup moins. En plus, moi, tous mes potes étaient de Paris. Moi, je venais de déménager à Tours, donc je les voyais déjà beaucoup moins. C'est même j'ai de la chance d'avoir le compagnon que j'ai parce que c'est les vacances ça tourne autour du triathlon, c'est-à-dire que quand on prend une semaine de vacances, moi je lui dis OK, mais il faut que je puisse emmener mon vélo. Enfin et ça c'est OK, enfin il le sait, c'est ça. Il le sait, ça le dérange pas, lui il va faire son sport de son côté, il y a pas de problème. Mais ça reste c'est pas des sacrifices dans le sens où j'y vais à reculons. Mais je sais que j'ai de la chance d'avoir les amis que j'ai de la chance d'avoir la personne qui partage ma vie telle qu'elle est, quoi. OK. Clairement. Et la famille que j'ai. Ouais. Et est-ce que tu as des conseils pour les jeunes filles qui commenceraient le triathlon? Il faut oser. Il faut oser parce que le voyage est beau et que c'est pas, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur du ridicule et j'ai envie de dire, faut pas avoir peur de pas être performante parce que c'est pas ça au début qui compte. Ce qui compte, c'est d'oser, c'est d'essayer et c'est de donner tout ce qu'on a. OK. Et donc, tu nous disais que toi, tu as débuté, tu as eu la chance d'avoir un prêt pour acheter ton équipement. Ouais.
C'est comme ça que tu as financé ton début de carrière? Le tout début, ouais, en gros, je suis pas quelqu'un de très patient. Ouais. Et donc, du coup, je voulais commencer le triathlon dans de bonnes conditions. Est-ce que j'ai eu la puce à l'oreille pour le Covid? Peut-être. Ouais. Ça, on ne saura jamais. Mais je sais que, en fait, entre le moment où j'ai commencé à me dire je vais faire du triathlon et le moment où j'ai commencé réellement le triathlon, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai commencé à suivre beaucoup de gens sur Insta et tout, et je voyais un peu le matériel qui commençait à avoir, et je me suis dit, le prêt, en fait, c'était un prêt de, je crois que c'était 4 000 €, et je l'ai remboursé anticipé. C'était vraiment genre, développe-moi les fonds, et dans 3 mois, c'est remboursé. Enfin, il y a pas de, c'est juste pour l'avoir tout de suite, c'est pas à devoir attendre. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que du coup, après, il y a eu le Covid, et du coup, il y avait plus d'entraîneur nulle part. Enfin, c'était galère. Et aucun regret. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que du coup, j'ai des sponsors. Et c'est grâce à eux surtout qu'aujourd'hui je peux avoir le matériel, surtout au niveau des chaussures, au niveau du vélo, au niveau des dossards. Enfin, c'est grâce à eux que j'arrive à financer une grosse partie de ma saison. Ouais. Et sans eux, clairement, je leur donne une reconnaissance éternelle, parce que sans eux, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. J'aurais dû j'aurais dû choisir moins de compétition, et plus choisir que. Aujourd'hui, je me suis laissé la liberté de faire pas mal de choses. Ok. Et à aucun moment t'as douté, à aucun moment tu t'es dit finalement le triathlon c'est peut-être un peu dur, je vais peut-être juste faire de la course ou peut-être que du vélo. Je t'avoue que là, sur les 6 derniers mois, je me suis dit bon, est-ce que je me remets vraiment dans une prépa ou pas? Ça a été un peu compliqué. Après non, à chaque fois, tu vois que je fais un enchaînement, je me dis mais en fait c'est vraiment ça que je kiffe, et c'est cette douleur entre guillemets, parce que c'est pas de la douleur, mais c'est cet effort là que j'aime. C'est là-dedans que tu prends du plaisir. C'est ça. Ouais. Et justement, parle-nous de tes entraînements. Comment ils sont organisés, comment tu. Du coup, c'est mon coach qui planifie, en fait. On s'appelle tous les dimanches ou lundi matin, et on planifie la semaine qui arrive. En gros, je nage. Je suis aussi inscrite en club à côté, donc je nage avec le club entre 2 et 3 fois par semaine, quand je peux. Et ça, mon coach est vraiment trop cool là-dessus, c'est que il me laisse quand même assez de souplesse pour que je puisse aller m'entraîner un peu avec le club. Donc là, cette année, ils ont changé les horaires, donc ça m'arrange pas trop. Mais l'année dernière, j'allais courir aussi un peu avec le club. Donc on faisait en sorte que la séance de fractionné piste tombe le même jour que le club, comme ça, ils me donnaient pas de séance, je faisais la séance du club, et c'était cool. Donc là, cette année, c'est un peu différent parce qu'ils ont changé les horaires, et du coup, ça tombe comme je suis à Paris, donc voilà. Mais en gros, si tu veux une semaine type, le matin, je m'entraîne, je vais à la piscine. Le lundi, ça va être de la course à pied, soit du fartlek, soit de la séance d'allure. Le mardi, c'est généralement mon jour off, où je vais aller faire peut-être soit de la salle, soit rien du tout, parce que c'est le jour où je suis à Paris. Okay. Le mercredi, c'est le jour où je vais faire un enchaînement long, donc une très longue sortie vélo enchaînée avec une heure de course à pied, et ensuite étirement. Okay. Ça, c'est bien. Jeudi, quand je me motive, je vais nager le matin. Ça, c'est assez rare en ce moment. Je vais avoir la séance de fractionné court en course à pied, et une récup à vélo après, tranquille. Donc c'est vrai que c'est pour ça que le matin, je sais pas, des fois je vais nager, des fois je vais pas nager, ça dépend. Vendredi matin, c'est séance d'allure natation, donc ça, j'y vais tout le temps. Okay. Mercredi, soit PMA, soit récup, ça dépend. Et ensuite, samedi, j'encadre un créneau à pied pour les adultes de mon club. Donc du coup, c'est séance de variation d'allure, d'endurance, ce type-là. L'après-midi, je vais nager en général. Et le dimanche, c'est la sortie longue vélo. Ok. Longue ou Longue. Ok. Aujourd'hui, en plus, ce matin, tu me disais que tu avais une session avant de... Ouais, je suis allée courir avant de... Combien de kilomètres? 13. Ça va. Relax. Ouais. Ok, je vois le truc. Et est-ce que tu t'as été amené à personnaliser tes entraînements en fonction des disciplines? Est-ce qu'il y a des disciplines dans lesquelles tu as plus de, entre guillemets, de difficultés, où il faut que tu travailles plus? Je dirais que avant, quand j'ai commencé, c'était le vélo. C'était le vélo où j'étais nulle. Vraiment,
j'ai passé un cap en vélo l'année dernière, on va dire, je pense. Vraiment, c'est l'année dernière où il y a eu un gros gap de passer. Après, je t'avoue que mon coach me donne un programme, je le suis à la lettre. Ouais. Je vais l'adapter si jamais je vois que la forme n'est pas au rendez-vous et que, par exemple, un truc tout bête. Je vais donner un exemple d'adaptation. Je dois faire 3 fois 15 minutes en vélo. Okay. Et je vois que il pleut ou je sais pas, c'est glissant et je sais pas quoi, je vais peut-être faire un peu moins. Ou alors, je vais peut-être, au lieu de faire 3 fois 15, je vais faire genre 6 fois 7. Juste pour être un peu moins en prise et pour juste prendre moins de risques de me blesser, de tomber, de me blesser. Ouais. Ou des fois, je sais pas, il y a un stop, genre je suis à 13 minutes et il y a un stop qui arrive et il y a de la circulation, je vais pas forcer pour faire des 2 minutes de plus. Ouais. Je vais, voilà. Ou par exemple, si je suis fatiguée à pied et que j'ai mal quelque part, je vais peut-être réduire. Ok. Et c'est quelle partie de l'entraînement que tu préfères le plus? Moi, c'est les enchaînements. Je pense que c'est les enchaînements que je préfère. Et mais les fractionnés, quand tu dis que tu fais des fractionnés, tu les fais sur piste? Ça dépend. Tu vois, ce matin, j'avais pas de piste à côté de là où j'étais, donc du coup, j'ai été dans le bois de Vincennes et j'ai fait les fractionnés dans le bois de Vincennes. Okay. Je m'adapte beaucoup à là où je suis. Et quelle technique t'a permis de développer le plus rapidement ton endurance et d'élever ton niveau? Alors, ça va être très cliché ce que je veux dire, mais c'est vrai. Courir très lentement, mais vraiment courir, en gros, quand on fait de l'endurance fondamentale, on est censé être à un rythme de cardiaque très 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 bas. Je sais que moi, si je suis en dessous de 140 BPM, je suis en endurance fondamentale, et j'essaie de me donner des petits challenges d'être en dessous de 130. Et en fait, le fait de courir très très lentement, ça muscle son cœur, et vraiment, c'est ce qui m'a permis de développer mon endurance et de pouvoir courir après longtemps sans effort. Ok, c'est bon à savoir ça. Voilà. Et courir lentement pour courir vite, c'est pas juste un cliché, c'est vrai. Okay. C'est vraiment vrai. Et quel indicateur tu surveilles pour mesurer tes progressions? Ça dépend. En fait, là, c'est surtout le travail de mon coach de suivre tout ça, mais en gros, pour suivre ma progression, ça va être d'une séance à l'autre. Par exemple, si je prends une séance que je fais aujourd'hui et une séance que je fais dans 3 mois, la même séance. Ouais. Je vais regarder, par exemple, même séance, mêmes allures, je vais regarder mon cardio, par exemple. Savoir s'il a baissé, si je suis plus haute ou pas. Ou même sur des séances, ça te le ressenti beaucoup aussi. Une séance qui, aujourd'hui, passe très difficilement, où à la fin, je suis sur une échelle de 9 sur 10 au niveau de l'effort. Ouais. Je refais la même séance dans 6 mois. Si je suis sur une échelle de, 6 sur 10, ça veut dire que j'ai progressé parce que en termes de ressenti, elle est passée plus facilement. Okay. Et est-ce que tu fais partie des athlètes qui utilisent beaucoup la technologie et qui lisent les datas et qui... C'est quoi ton... Je suis très data. Ouais. Je suis très data. J'avoue que j'aime beaucoup regarder mes datas. Ouais. Après, ça dépend des séances. En fait, je pense qu'il y a des séances où il faut vraiment essayer de s'en abstenir. Je ne fais jamais un run sans ma montre, je ne nage pas sans ma montre. Enfin, j'ai toujours ma montre avec moi, ça, il y a pas de, je dors avec ma montre, donc voilà, elle est toujours à mon poignet, ça c'est pas un souci. Mais je pense que parfois, il y a des séances, par exemple, les séances d'endurance fondamentale, on s'en fout d'aller, si ce n'est aller voir que son cardio est bien resté bas, on s'en fout d'aller voir le reste. Parce que c'est pas ça qui est important. Sur des séances de fractionnés, on va aller voir une ou deux datas, par exemple, sur un fractionné, on va aller voir le cardio et l'allure tenue et on va vérifier qu'on est bien resté dans les bonnes zones. Ouais. Après, je pense que quand t'es dans la performance, t'es forcément un peu plus accro aux data. Je pense, j'imagine. Je parle pour moi en tous les cas. Et après, quand t'es plus plaisir, forcément, tu te décroches un peu de tout ça. Et je pense que c'est aussi important d'avoir des sorties où t'es en mode full plaisir. Ouais. Et ça m'arrive, par contre, d'avoir des sorties où je vais plutôt mettre la montre et pas le GPS, par exemple, la vélo. Comme ça, je ne sais pas, je regarde pas ma montre tous les 3-4 matins, je ne sais pas combien je suis, je sais juste que
je roule et puis voilà. Et j'ai la donnée pour que mon coach puisse voir ce qu'il y a, mais moi, je me suis pas focalisée à me dire il faut que je sois à temps de moyenne parce que à tout moment tu peux avoir du vent, tu peux avoir de la pluie, tu peux avoir ce que tu veux, de la circulation. Voilà. Ok. Et jusqu'à présent, c'est quoi le résultat dont tu es la plus fière? Ma plus grande fierté, moi, c'est mon Ironman en Italie. Je pense que vraiment, vu les conditions et vu la course qui a été, je suis arrivée sur la course très préparée, mais avec des sensations pas ouf en termes de sensations, mais elle s'est déroulée exactement comme on l'avait dit avec mon coach. Et ça, je pense, que c'est un exploit que j'espère pouvoir réitérer l'année prochaine, mais ouais, non, j'en suis vraiment super fière. L'Ironman de Nice, ça commence quand? L'Ironman de Nice, c'est en septembre. Le 22 septembre. Ouais. Ok. Bon, on va suivre ça. Est-ce que là, au stade où t'en es, t'as déjà des rivales non. dans le championnat? Non. Je suis pas pro, donc il y a pas de rival, il y a pas de. Il y a pas de filles que tu retrouves à chaque fois sur les mêmes compétitions? Ah bah si, il y a des filles que tu te retrouves. Alors non. Disons que moi, je sais qu'il y a des filles que je retrouve sur les compétitions, mais c'est plus un plaisir de les retrouver. J'ai pas de rivalité avec mes concurrentes. Je suis pas pro. Je m'en fous. C'est plus entraide. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, non, il y a pas de. Puis même, je pense dans les professionnels, tu as énormément de respect pour tes rivaux et il n'y a pas de c'est plus essayer d'accrocher la personne devant, oui, mais après il n'y a pas de rivalité pas chez les amateurs. Je pense pas à mon niveau en tous les cas. Ok. Mais t'as quand même un classement. Oui, à la fin, t'as un classement. Mais de toute façon, à Nice, je reste la tête sur les épaules. Je sais que j'arriverai pas à faire un classement. C'est les meilleures filles du monde. Je vais être loin derrière, mais je m'en fous. Déjà, je suis là-bas, ça va être trop bien. Ouais, t'es déjà parmi elles. Ça va être trop bien. Et d'ailleurs, il y a combien de participants? Donc, Nice, c'est que des femmes. Il y aura 2500 femmes, du coup, participantes. Okay. Donc, par catégorie d'âge. Donc, je pense, dans ma catégorie d'âge, il devrait y en avoir, je sais pas, à peu près 300, 400, je crois, un truc comme ça. Le départ est simultané? Non, c'est par vague. Ok. Et, oui, 2500. Et donc, c'est un top 10 dans chaque catégorie qui peut aller... Si tu veux te qualifier d'office pour les championnats du monde de l'année d'après, il faut faire top 10. Top 10. De la catégorie. Sur 300. C'est jouable, en réalité. Oui, mais non. non. Je connais mon niveau et il y a un moment, je sais être très lucide. Si je finis la course et que je la finis bien, je serai contente. Ok. T'as déjà un groupe de fans, des gens qui te suivent. Ma famille, mes copains. Sur les compétitions. Ouais, déjà ma famille me suit toujours sur les compétitions. Je sais que là pour Nice, j'aurai en plus J'aurai 2 copines et un pote qui seront là, 3 copines même, je dis n'importe quoi, j'ai 3 copines et un pote qui seront là, donc ça va être trop bien. Ok. Ça va être trop bien. Et justement, comment tu planifies tes sessions de compétition? Les compétitions, je fais vraiment par envie, c'est-à-dire que là cette année, je savais qu'il y avait les mondiaux à Nice en septembre, donc je savais que j'allais pas prendre un full Ironman un mois avant ou après. Ce serait complètement débile. Je pense que je savais qu'il fallait que je prenne au moins 3 mois avant. Et là, du coup, je fais le Frenchman dans un mois et j'avais envie de le faire. C'était un objectif avec mon club. Tout mon club y va. Donc, du coup, je me suis dit, trop cool, je vais faire ça. Par exemple, pour l'année prochaine, je sais que ce sera les Sables d'Olonne, je pense, et parce que j'ai envie de le faire. En fait, c'est vraiment par pure envie que je fonctionne. Ok. Mais donc, tu nous disais que t'as une activité pro en parallèle. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je suis product owner en freelance. Ça consiste en quoi? C'est comme un chef de projet. Ok. En gros. Dans quel domaine? Comment? Dans quel domaine? Dans les projets, alors là, je suis sur une usine logicielle, mais en gros, c'est dans tout ce qui est projet informatique. Voilà. Ok. Et comment ta famille voit ta carrière et le fait que tu arrives à allier les deux? Ils sont très fiers. Ouais. Ouais. Tu supportes à fond. inconditionnellement. Franchement, ma mère, mon frère, ma sœur, pour l'instant, ils sont toujours là sur les compètes. Ma sœur est ma community manager personnelle. Okay. C'est elle qui fait le suivi live
extraordinaire à chaque fois. Non, ils sont tous toujours là et je pense qu'ils sont fiers et qu'ils sont contents pour moi. Ok. Est-ce que tu penses déjà à la retraite? Bah, bien sûr. Moi, tu sais, à 50 ans, j'arrête de travailler, si tout va bien. Enfin, je ne travaille plus en tous les cas en tant que product owner, chef de projet. Non, mon but, c'est de... En fait, un de mes rêves, ce serait d'ouvrir un lieu avec une pote pour pouvoir organiser des stages de triathlon. Elle organise des mariages. Et le but, c'est de faire vivre ce lieu. Et puis, une fois qu'on a ça, en fait, tu ne travailles plus vraiment, quoi. C'est du plaisir tous les jours. Ça. Donc, ce serait ta reconversion aussi sportive et professionnelle. Je pense que ça, c'est vraiment un projet. D'ici une dizaine d'années, j'aimerais bien réaliser ça. 10-15 ans. Donc, tu penses aussi à la retraite sportive? Non, parce que je continuerai à faire du sport. Ouais. Ok. Et du coup, comment tu gères ta santé mentale, entre guillemets? Parce que c'est devenu un gros sujet autour des sportifs depuis un certain temps. Alors, moi, j'ai une coach mentale. Donc, que je vois à peu près une fois par mois. D'accord. Qui m'a beaucoup aidé sur pas mal de sujets sport et autres, d'ailleurs. Vraiment des sujets complètement qui n'avaient rien à voir avec le sport. Et qui a fait un travail exceptionnel. Enfin, franchement, à chaque fois que c'est hyper efficace à chaque fois. Après, je pense qu'il faut savoir s'écouter et savoir un peu déconnecter des réseaux parce que souvent on regarde les réseaux et on essaie de se comparer, de comparer sa vie et de se dire sa vie elle est bien, ma vie elle est nulle. Enfin voilà, c'est un peu ça souvent sur les réseaux et je pense que voilà, chacun vit sa vie comme elle est et il faut faire avec ce qu'on a et puis. Ouais, donc tu portes de l'importance à la psychologie en. Ouais. Après, moi, je trouve que je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir la famille que j'ai. Voilà, on a vécu on a une autre lot d'épreuves. Hein, on n'a pas eu la vie toute rose, clairement. Je me parle plus à mon père depuis des années. Ma mère, voilà, elle est malade. Enfin, on a notre lot de soucis, mais on s'en sort quand même et on arrive à être heureux avec ce qu'on a. Donc, puis il faut savoir compter un peu sur ses proches aussi et être là pour eux. Ouais, c'est très important. Et donc, tu fais de la prépa mentale aussi? Oui, avec ma coach du coup. Ok, ça consiste en quoi? Bah, du coup, on va faire plutôt des exercices. Donc, elle m'a donné plusieurs techniques de respiration, de la visualisation, beaucoup. La visualisation, c'est hyper efficace. Tu vois, je vais te donner un exemple. J'ai fait pour mon Ironman en Italie. J'avais donné par écrit comment je visualisais ma course. On avait fait une méditation guidée où on faisait de la visualisation. Et en fait, j'ai réécouté cette méditation plusieurs fois. Et donc, du coup, des gestes tout simples comme la première transition que je me suis visualisé, savoir quel geste, dans quel ordre je vais les faire. Bah, quand je suis arrivée sur la transition, comme une impression de déjà vu, tu vois. Genre vraiment, je savais ce que j'avais à faire et c'était assez exceptionnel. Ouais. Vraiment, ma course, j'ai l'impression de l'avoir vécu 2 fois, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment bluffant. J'ai essayé une fois. Et c'est vrai que c'est vraiment bluffant. Et est-ce que ça t'aide aussi à mieux gérer les blessures? Mieux gérer les blessures, le stress, tout ça. Ouais. Là, quand je me suis blessée, du coup, je l'ai appelée. Ouais. Et c'est vrai que elle m'a aidé à prendre conscience que la blessure, faut l'accepter. C'est pas forcément de ta faute. Enfin là, pour le coup, quand je me suis mis en entorse, c'est un mec qui m'a renversé. J'y peux rien, quoi. Genre. T'étais à vélo? Ouais. Non, moi lui, il était à vélo et moi, j'étais en train de courir. Ouais. Et en fait, il m'a frôlé. Et il m'a fait hyper peur et j'ai trébuché et en fait le mec s'est pas arrêté hein. Enfin vraiment il m'a renversé quoi. Enfin c'est lui qui m'a fait tomber et il s'est pas arrêté, il s'est pas retourné. Enfin donc voilà, il fallait juste se dire que du coup c'est comme ça. Enfin là je peux rien faire si ce n'est faire ce qu'il faut pour guérir. Et du coup elle m'a permis d'accepter ça beaucoup plus rapidement et de pouvoir du coup prendre le chemin de la guérison beaucoup plus facilement aussi. Faire les bonnes choses au bon moment. Ok. Et donc, tu me disais que tu aimais bien cuisiner. Comment tu as intégré justement ton alimentation pour l'adapter à ta pratique? En fait, j'ai toujours aimé cuisiner et disons que
j'ai toujours mangé équilibré, c'est-à-dire que j'ai jamais été fan des fast-food, j'aime me faire un bon resto, j'adore le fromage, donc là je suis partie à la montagne avec une pote, on s'est fait des fromages fondus à peu près tous les soirs, en mode raclette, tartiflette, croziflette, croque-monsieur, reblochon, on a fait quoi d'autre, c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de plats. Donc j'aime profiter de la vie aussi, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, je sais que je mange équilibré, de saison, j'adore les légumes. Ma mère fait un immense jardin tous les ans. Donc je me sers beaucoup dans son jardin, voilà. Et donc tu fais pas appel à une nutritionniste? Non. Par exemple. Non, parce que tu vois, je traque mon alimentation grâce à une appli pour laquelle je suis bêta-testeur qui s'appelle Mona. Okay. En gros, l'idée de cette application, c'est de traquer donc ta pratique sportive. Ouais. Donc, tu vas y mettre toutes tes activités sportives, tu vas mettre ton ressenti, tes douleurs, etc. Tu vas y traquer ta nutrition, ton hydratation, tes humeurs, tout ce qui est l'aspect psychologique. Et puis, en fonction de tout ce que tu vas mettre, ils vont te donner des conseils pour améliorer ta performance. En gros, c'est un outil d'aide à la performance. Et je sais que traquer mon alimentation, moi j'ai eu comme on va dire, je donne un chiffre au pif, mais vraiment beaucoup de femmes ont des TCA. J'ai eu des TCA quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la boulimie, à me faire vomir. Ça s'est réglé il y a 2 ans, 3 ans, je crois que c'est la dernière fois que j'ai vomi, c'était il y a 3 ans peut-être. Okay. Mais vraiment, mais c'était, en gros, j'allais manger un croissant et puis j'allais le vomir juste derrière, quoi. Ok. Et en fait, pourtant je mangeais correctement. Enfin, après, voilà, j'ai eu un rapport avec mon corps qui a été très compliqué pendant très longtemps. J'ai été harcelée quand j'étais au lycée. J'ai failli emmener un mec au tribunal pour ça. Enfin, vraiment, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, j'aime mon corps tel qu'il est parce qu'il me fait faire des choses de ouf dans le sport. Je suis pas toute mince, j'ai des formes. Enfin, voilà, je suis pas grosse, je suis pas mince, je suis normale. Et je suis très bien comme ça. Et j'aime me faire plaisir avec la bouffe. Enfin, clairement, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus aucun. J'arrive à ne plus avoir de culpabilité à manger un bout de chocolat, ce qui était très compliqué avant. Ok. Ouais. Mais du coup, l'alimentation, je pense que ça passe par une alimentation variée, équilibrée, manger des légumes. Enfin, voilà. Hein. Et comment tu gères la récupération après compétition? Des massages. Beaucoup de massages, de l'eau froide et du repos. Enfin, en fait, simplement beaucoup boire, dormir correctement, accepter que pendant peut-être 3 jours, 4 jours, tu vas rien faire du tout. Et puis après, revenir doucement. Parce que quand tu fais un Ironman, c'est hyper impactant. Tu refais pas une séance de fractionné le lendemain de ton Ironman. Enfin, c'est pas possible. Donc, se laisser suffisamment de temps pour faire une récup complète et puis être progressif sur la reprise. Mais j'imagine que en termes d'alimentation, t'as pas le même régime alimentaire avant une compétition qu'après. À peu de choses près, en fait, si. Ça change pas beaucoup. Franchement, à peu de choses près, peut-être que je vais progressivement éliminer les légumes qui sont riches en fibres juste avant une compétition, sur les 3-4 jours avant, parce que pour avoir un transit un peu moins rapide, on va dire. Je vais privilégier plus les glucides. Forcément, avant une compétition, je vais faire attention aux aliments. Il y a par exemple la viande rouge. Déjà, j'en mange pas beaucoup, voire très 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 peu. Mais je vais pas en manger du tout avant une compétition parce que ça, c'est pas forcément bon. Je vais boire beaucoup d'eau, mais ça, c'est des réflexes que voilà. Mais sinon, l'alimentation en soi, la base, elle change pas trop. Et de ce que tu connais, est-ce que tu dirais que le triathlon féminin a évolué ces dernières années? Je pense que de plus en plus de femmes, excuse-moi, il y a de plus en plus de femmes commencent à oser, même si on est quand même trop peu, je trouve. Sur un Ironman, on va dire, c'est 10% des athlètes qui sont féminines. Ok. Ce qui est pas beaucoup. Enfin, je vais te donner juste l'exemple en Italie. Dans ma catégorie, on était 28, je crois. Dans la catégorie d'au-dessus, ils étaient 60, des femmes. Ouais. Pour les mêmes catégories d'âge, chez les hommes, tu dois être à 200 et 300 personnes. Ok. C'est ridiculement... Enfin, on est trop peu. Ouais. Parce que les femmes n'osent pas et il faut... Et parce que aussi, aujourd'hui, les femmes elles
enfin, c'est elles qui ont la charge mentale des enfants encore et tout, et c'est une triste réalité, mais. Et est-ce que tu penses que les organisateurs pourraient faire plus pour l'inclusion? Bah là, je sais qu'Ironman, c'est pour ça qu'ils offrent ces slots féminins pour les mondiaux. Ils facilitent, on va dire, l'accès aux mondiaux pour les femmes. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'ils rajoutent des slots féminins. Ils ont fait un nouveau système de qualification pour les femmes. Après, je pense c'est les mentalités de société qui doivent changer. Et tu penses qu'il y a un traitement différent pour les hommes et les femmes dans le triathlon? J'ai vu, alors pas aux courses auxquelles je participe, mais j'ai vu ça, où les prize money ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Sur la même course, hein. On est vraiment sur la même course, la même distance. Ouais. Le prize money est différent. Alors, et parfois, c'est du quitte au double. Hein. Ouais, ça c'est dans beaucoup de sports. Alors, je comprends. Enfin, non. J'entends qu'on puisse dire oui, mais il y a plus de participants chez les hommes, donc du coup, il y a plus de concurrence chez les hommes, donc du coup, le prize money est plus important. Ça, c'est l'argument que t'entends? Ça, c'est l'argument. Ok. Mais l'effort, pour moi, reste le même. Ouais, ça, c'est sûr. Donc du coup, en fait, du quitte au double, je suis pas d'accord. Et en fait, ça devrait être égal. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup. Au Frenchman, le prize money, c'est le même. Que tu sois homme ou femme, c'est la même chose. Et on est sur quel ordre d'idée? Je crois que après, c'est pas beaucoup. Hein. C'est 2500 pour le premier, ouais. 2000 pour le deuxième, 1005 pour le troisième, 1000 pour le quatrième et 500 pour le cinquième. Ok. Ce qui est pas énorme quand tu sais que là, je parle du XXL, et du coup, tu sais qu'un XXL, même chez les pros, t'en fais peut-être entre 2 et 3 par an. C'est pas avec 2500 balles que tu vas faire ton année, quoi, sûr. Clairement. Je sais même pas si tu peux. Mais après, ce qui est bien, et c'est pour ça que c'est pas un reproche pour le Frenchman, parce qu'en fait, c'est ouvert aux amateurs. Et donc ça, c'est prize money, pro ou amateur confondus. Ouais. Donc du coup, c'est la même chose pour. Du coup, voilà, il y a pas de. Et à l'Ironman, on est. L'Ironman, c'est scandaleux, par contre. L'Ironman, c'est scandaleux parce que les pros, les amateurs touchent pas d'argent, ça, normal, il y a pas de problème. Même un amateur qui, par exemple, par accident, gagnerait, il touchera pas. Non. Il touchera pas le. Enfin voilà, la licence pro. Okay, d'accord. Et du coup, les pros, le premier, alors je connais pas tout, mais le premier c'est 2500 quand c'est une course lambda. Okay. Par contre, pour les mondiaux, je crois que c'est 50 000 € pour le premier. Après, je t'avoue que je sais pas s'ils font pareil pour hommes-femmes. Ça, je dirais, je sais pas. Je sais pas s'ils font pareil. Par contre, pour c'est les mondiaux, c'est 50 000. Donc, effectivement, tu gagnes les mondiaux, tu te mets bien. Mais en attendant, t'es deuxième. T'imagines, t'es deuxième, t'as fait, je sais pas, premier à 2 Ironman, mais t'es deuxième aux mondiaux, voilà. Ouais. Et t'as été victime de préjugés dans le triathlon? J'ai eu un commentaire qu'on m'a fait quand j'ai débuté, qui, moi, m'est passé au-dessus de la tête, même limite m'a donné plus de force pour avancer. Mais j'ai trouvé ça tellement déplacé. C'est quand j'ai fait mon premier half Ironman, donc du coup, au bout de, on va dire, 6 mois de pratique, parce qu'on était dans le confinement et on est sorti du confinement au mois de mai, et je l'ai fait au mois de septembre, donc ça fait à peu près 5-6 mois de pratique, de vraie pratique. Et l'année d'après, je me suis dit, vas-y, je fais un Ironman, un full Ironman. Donc ça me fait faire un Ironman au bout de 1 an et demi de triathlon. Et quand j'ai annoncé ça, il y a un gars, qui peut-être s'il écoute se reconnaîtra, qui m'a dit, c'est à cause de gens comme toi qu'il y a des DNF, donc des did not finish, sur les courses. J'ai regardé, je fais pardon. Il me fait oui, parce que tu comprends, quand tu commences le triathlon, il faut au moins 3 ans avant de faire un Ironman. Je fais mais c'est quoi, c'est une règle. C'est quelle règle ça, tu tiens ça d'où? Ouais. Et vraiment le mec m'a allumé en mode oui, c'est à cause de toi, vous sous-estimez la distance, machin. J'étais en mode mais mec, en fait déjà 1 an et demi, c'est pas 3 mois. Ouais. 3 mois, je dirais, genre, quand tu pars de 0, 3 mois, faire un Ironman, c'est chaud. Mais je dis pas que c'est impossible. Ouais. Je dis juste que c'est chaud. 6 mois, c'est faisable.
un an, c'est largement faisable. Enfin, même quand tu pars de zéro. Enfin, le but, en plus, mon but à l'époque n'était pas de faire une performance, même si secrètement je voulais en faire une, mais mon but c'était avant tout de le finir. C'était mon premier Ironman. Je savais que j'allais pas faire un truc de ouf. Mais quel est le problème avec les DNF? S'il y a des DNF, c'est pas. Je sais pas. C'était son problème à lui. Je sais pas. C'était un triathlète. C'était un triathlète. Okay. C'était un triathlète, mais après, je comprends quelqu'un qui arrive sur Ironman sans s'être préparé et qui fait DNF. J'ai envie de dire, c'est tant pis pour lui, hein. C'est lui qui a payé 800 balles pour rien, hein. Oui. Clairement. Et c'est peut-être aussi pour son plaisir personnel de vouloir courir, d'être parmi. Mais ouais, du coup, ouais, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, ouais, c'est à cause de gens comme toi qui a des DNF sur le coup. Genre, ok. Pour l'instant, j'ai jamais fait de DNF et je crois des doigts que ça n'arrive jamais. Ouais. Mais ça m'avait choqué. Et tu penses que c'était lié au fait que tu sois une femme? Ou il aurait dit la même chose à un homme? Honnêtement, j'en sais rien. Je vais pas parler en son nom parce que j'en sais rien. Ouais. Après, je sais que voilà, j'ai déjà eu des commentaires de gens qui disaient oui. Par exemple, que j'ai toujours eu des projets un peu ambitieux pour faire des courses, qui m'ont dit oui, t'y arriveras pas, et que finalement j'y arrive. Et est-ce qu'ils me disent t'y arrives pas parce que je suis une femme ou pas? J'en sais rien, mais in fine, je finis par y arriver, et c'est alors faire mieux clapper. Ouais, c'est la meilleure réponse. Faut pas répondre, faut pas perdre de temps avec ces gens-là parce que ça sert à rien. C'est trop d'épuisement mental pour pas grand-chose. Ouais. Et tu penses que la situation des femmes dans le triathlon peut être améliorée? Je pense qu'il y a des efforts à faire effectivement au niveau du sponsoring, mais ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, ouais. Après il faudrait que les femmes osent aussi plus. Ouais. Ça, c'est un éternel sujet. Et justement, est-ce que tu penses pas que c'est à cause du manque de représentation, pas du manque, parce qu'il y en a quand même, mais de la moins bonne visibilité des femmes dans les médias? En fait, il y a la couverture médiatique est beaucoup moins importante pour les femmes que pour les hommes, et ça, c'est clair que c'est un sujet. C'est vrai que moi je m'y intéresse, donc du coup je connais les triathlètes françaises, mais quand tu connais pas, c'est difficile d'avoir d'avoir quelqu'un sur qui se projeter, parce qu'en fait c'est toujours on se projette par rapport à quelqu'un, et c'est vrai que ça manque de femmes qui ça. Ouais. Parce qu'on entend beaucoup parler de Vincent Louis. On entend moins parler, alors on entend parler maintenant de Cassandre Beaugrand, mais beaucoup moins qu'on a entendu parler de Vincent Louis à l'époque. Effectivement, c'est surtout ceux qui s'intéressent au sport qui en entendent parler, mais c'est vrai qu'on et comment justement on pourrait encourager les jeunes filles à se lancer dans le triathlon? Déjà leur dire que c'est possible. Enfin, en fait, c'est pareil, c'est un discours un peu de société, mais aujourd'hui, le sport, c'est réservé aux garçons. Et enfin, ça devrait pas. En fait, on devrait pouvoir permettre aux jeunes filles, aux petites filles, de faire les sports qu'elles ont envie, sans préjugés ni rien. Et alors ça, ce serait trop cool. Hein, c'est qu'à l'école, en fait, on ait plus d'athlètes. Franchement, ce serait archi cool que même dès l'école, il y ait des intervenants d'athlètes féminins qui viennent dans les écoles pour parler de leur parcours, présenter les sports, présenter leur parcours. Ça, ce serait incroyable. Ouais, ce serait génial. Mais ça, du coup, ça se entre guillemets, ça se négocie au niveau des pouvoirs publics. Là, c'est les politiques qui rentrent en jeu. S'ils nous écoutent, c'est à eux de. C'est ça, mais ce serait incroyable qu'il y ait des petites tournées, on va dire, un tour de France des athlètes qui viennent, interviennent dans les écoles, font des conférences, mais enfin pour les petits et moins petits, enfin même au lycée, ça pourrait être trop bien. Enfin, est-ce que c'est un sujet toi qui te préoccupe, auquel tu réfléchis? Moi, c'est un sujet auquel je réfléchis dans l'optique où j'ai envie d'avoir des enfants et j'ai pas envie qu'ils se sentent limités. Ouais. Surtout, qu'ils sachent tout de suite que c'est possible. C'est ça. Ouais. Enfin, je sais que j'ai eu la chance d'avoir la mère que j'ai eue qui m'a tout de suite dit tu veux faire un truc, donne-toi les moyens, tu y arriveras. Et je sais que j'aurai ce discours avec mes enfants. Mais je sais que, et ça, même il y a encore pas très longtemps,
J'en parlais avec un collègue, on n'a pas la même vision. Pour lui, en fait, t'as des prédispositions, tu peux pas tout faire dans la vie. En fait, si tu te donnes les moyens, si tu peux tout faire. Oui. Mais on n'est pas d'accord là-dessus. Et ça, non, on sait qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est un débat éternel. C'est ça. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être prédisposés à faire de la course à pied, qui vont être prédisposés à faire du rugby, qui vont être prédisposés à faire n'importe quel sport. Mais une personne qui a envie, et même encore hier, j'en parlais avec le père d'une amie, où on parlait des personnes en surpoids qui courent et qui peuvent se faire mal aux articulations. Et moi, je préfère largement que cette personne, qu'elle court, plutôt qu'elle reste dans son canapé. Oui. Enfin, déjà, franchement, je trouve ça... C'est toujours mieux que rien. Mais c'est ça. Et puis en fait, chacun fait ce qu'il a envie, en fait, tout simplement. Et est-ce que tu penses que les sponsors aussi ont un rôle à jouer là-dedans? C'est grâce à eux. Hein. Pour les athlètes, c'est eux qui rémunèrent les athlètes. Hein. Donc, si eux, ils étaient plus présents, notamment pour les femmes, ouais. Je pense que plus de femmes se lanceraient, parce qu'aujourd'hui, la peur, et on en parlait tout à l'heure, c'est que quand t'es femme sportive, à un moment, il faut faire le choix entre faire des enfants ou ta carrière. Malheureusement. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des sponsors qui te suivent. Alors, on en a de plus en plus, mais c'est pas encore ça. D'avoir des sponsors qui te suivent dans ta maternité. Et tu penses que ce serait une bonne chose qu'ils communiquent aussi là-dessus? Ouais. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui doivent rester dans la sphère privée? Non, c'est pas tabou. C'est pas tabou d'avoir un enfant. C'est pas tabou d'avoir un enfant. Donc, ce serait important que tout le monde puisse, que les sponsors soient ouverts de manière, que ce soit clairement ouvert à accompagner des femmes qui ont le projet à la fois d'être championne, mais à la fois d'être maman. Les deux ne sont pas incompatibles. Surtout quand t'es pro. Autant quand t'es pas pro, que t'as un sponsor, quand t'as un sponsor qui te lâche parce que t'as des enfants, t'as un métier derrière, donc tu t'en sors financièrement. Ouais. Autant quand t'es pro, je veux dire, c'est ton métier en fait d'être sportif. Donc si on te coupe tes sources de revenus, en fait, tu fais comment? Ouais. Et toi, tu nous as dit que t'as tout de suite eu la chance d'avoir des sponsors. Ouais, c'est arrivé un peu par hasard. Ouais. En gros, comment ça s'est passé? Je faisais un dossard solidaire pour le marathon de Paris en 2021. Et j'ai une pote qui se mariait la même année et son papa m'a proposé avec son entreprise d'être mon sponsor. Et sur le coup, j'étais hyper gênée. Je me suis dit, je suis hyper gênée parce que je n'ai pas voulu lui demander de l'argent, tu vois. Enfin, pour moi, c'était j'étais en mode je trouve que ça se fait pas et tout. J'étais trop timide et tout. Du coup, je lui ai dit oui, bon on verra, on en reparle. Et ma pote, elle m'a dit mais hésite pas, franchement, ça lui fait plaisir, il croit en ton projet. En plus, eux, ça l'arrange parce que ils défiscalisent, c'est donnant en fait. Du coup, j'ai fait ok, tu vois, pourquoi pas. Et en fait, du coup, c'est devenu mon premier sponsor financier, c'est Adika, et aujourd'hui, ils me suivent, ça fait 3 ans et grâce à eux, en fait, j'ai pu faire des choses extraordinaires, faire les stages que j'ai fait, les compétitions que j'ai fait, pouvoir aller à l'étranger. Tu vois, j'ai des trucs que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu ces moyens-là, quoi. Ouais. Et la carrière des triathlètes est uniquement dictée par le sponsoring. Parce que tu nous as donné les chiffres des revenus en compétition. Alors oui, c'est pas que le prize money qui rémunère les sportifs. C'est pas que c'est le sponsoring. Oui, c'est le sponsoring. Voilà. Oui, parce que par exemple dans le tennis, le prize money d'un tournoi suffit à te. Ah oui, non là. En fonction des tournois, bien sûr. Pour le long distance. Après, pour le court distance, j'avoue que je connais pas les prize money pour tout ce qui est circuit ITU et tout. Mais c'est vrai que après aujourd'hui, il y a le PTO aussi qui a fait son arrivée et qui change le PTO. En gros, c'est le classement, c'est un classement en fait mondial sur les 100 meilleurs triathlètes, donc hommes et femmes. Et de mémoire, peut-être que je vais dire n'importe quoi, mais de mémoire,
Le premier prend 100 000, le deuxième prend 99 000, etc. Et en gros, c'est dégressif. C'est dégressif. Et donc du coup, ça permet de rémunérer les athlètes aussi beaucoup plus. Ok. Mais clairement, sur le longue distance, en tous les cas, si t'as pas de sponsor, je vois pas comment tu arrives à gérer ta vie. Et depuis que tu as ces sponsors, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans justement la gestion de tes relations avec eux, ou ça s'est toujours bien passé? Ça s'est toujours extrêmement bien passé. Franchement, on a toujours été, les deux sponsors que j'ai, je les connais personnellement. Ouais. Donc ça aide énormément. C'est proche. Donc du coup, je sais qu'on sait se dire les choses et je leur ai dit, moi, si un jour, il faut pas qu'ils sont obligés de me suivre. Hein. Ils m'ont suivi une année, c'est pas qu'ils m'ont suivi une année, qu'ils sont obligés de le faire l'année d'après. Quand je prévois ma saison, comme si j'avais pas de sponsor. C'est-à-dire que comme si c'est moi qui payais tout. Ouais. Comme ça, je suis indépendante de s'ils m'aident ou pas. S'ils m'aident, tant mieux. Et je suis hyper reconnaissante. Mais s'ils m'aident pas, je peux m'en sortir quand même. Là, par exemple, pour Hawaï, j'aimerais me qualifier pour Hawaï. Donc ça, c'est mon projet pour l'année prochaine. Ça coûte super cher. C'est un billet d'entre 10 et 15 000 euros à sortir pour 2 personnes. J'ai déjà commencé à économiser. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'économise. Comme ça, demain, si j'arrive à me qualifier, je ferai une levée de fonds. Si jamais j'ai des fonds, tant mieux, trop cool. Mais si j'en ai pas, je suis pas bloquée et j'y vais quand même. Ouais. Donc je suis pas dépendante de ça. C'est plus un bonus. Et est-ce que ça, vous en discutez entre athlètes? Mais j'ai des athlètes, j'ai des gens sur Insta qui sont déjà venus me poser la question de comment j'avais fait pour avoir des sponsors. Et en fait, je pense que le premier sponsor qu'on peut trouver, surtout quand on est salarié, moi c'est un peu différent, je suis à mon compte, donc du coup je suis pas dans une boîte. Ouais. Mais le premier déjà sponsor auquel tu peux penser, c'est ta boîte. C'est-à-dire que, tu vas les voir, tu leur expliques ton projet, tu leur dis voilà, je budgète ça à temps. Est-ce que ça vous dit de participer? Et je sais que même moi, je suis allée voir ma banque pour te dire, la banque dans laquelle j'ai acheté mon dernier appartement. Ouais. Je leur ai demandé s'ils faisaient du sponsoring et ils m'ont dit que tout leur budget était réservé là pour les JO, donc pas de souci. Mais ils m'ont dit mais on a un budget au niveau agence et ils m'ont filé 200 balles. Donc c'est clair qu'au niveau d'une saison c'est pas grand chose, mais ça me fait une paire de chaussures. Ouais. C'est génial. Enfin franchement trop cool. Merci. Donc voilà. Après c'est vrai que là cette année les deux premières années j'étais très tournée du coup sur ces deux sponsors, je reposais beaucoup sur eux. Là cette année j'ai essayé de faire un peu différent et de me trouver des partenariats équipementiers. Donc du coup c'est comme du sponsoring, mais sauf que c'est pas de l'argent, c'est vraiment de l'équipement, de la nutrition, etc. Et donc j'ai décroché mes premiers sponsors équipementiers cette année. Mais c'est pour ce genre de sponsors, il y a plus l'aspect, parce que les deux premiers, ils s'en foutent du nombre d'abonnés que j'ai sur Insta, ils s'en foutent de mes résultats, ils sont là pour mon projet. Okay. Donc du coup, ils m'accompagnent, que je sois première ou dernière, ils s'en foutent, tu vois. Là, le but, c'est de me qualifier au championnat du monde, donc évidemment, le but, c'est pas d'être dernière, mais j'ai réussi mon objectif. Eux, ils se sont dit, bon, vas-y, on t'accompagne. Et c'est toi qui a été les chercher? Oui. Comment t'as mis en place Pas le premier. Le premier, du coup, c'est le père de ma meilleure pote qui m'a proposé. Ouais. Et le deuxième, je me suis dit, j'essaye. C'est l'entreprise qui m'accompagne en tant que freelance. Donc, je suis à mon compte. Et en fait, la gestion de mon entreprise est faite par quelqu'un d'autre. Et en fait, je suis allée les voir, je les ai appelés, je leur ai fait, écoute, voilà, j'ai ce projet-là. Je sais pas si vous faites du sponsoring et tout. Je leur ai donné mon dossier et je leur ai dit, voilà, si jamais ça vous intéresse de participer à l'aventure avec moi, on peut mettre en place un truc. Et du coup, on a mis en place. Ouais. Et aujourd'hui, tu as combien de sponsors? 2 financiers. Ouais. Et du coup, j'ai Thai Energy du coup pour la nutrition. J'ai Running Conseil avec qui le partenariat est un peu particulier dans le sens où ils me font une réduction sur tous leurs magasins toute l'année. Okay. Et grâce à eux aussi, je vais avoir une dotation d'une marque de chaussures, je ne sais pas encore laquelle. Enfin, en gros, ils me filent un peu des produits, quoi. Ouais. Donc ça, c'est Running Conseil. J'ai Mona, donc je suis bêta-testeur de leur application. Ouais.
iDo, bon, je paye pas en gros, je paye pas leur abonnement et c'est gratuit et voilà. Et donc c'est ce qui aide à à la planification, c'est l'outil de la planification pour ma programmation. J'ai Argalis pour des compléments alimentaires. Qu'est-ce que j'oublie? J'en ai 8. J'ai Kiwami aujourd'hui, donc c'est du textile. Donc j'ai eu toute une. Mais pour avoir un ordre d'idée, ton équipement, il te revient à combien? Et tu le renouvelles à quelle fréquence? Pour un ordre d'idée, déjà le vélo, quand tu l'achètes une fois et normalement, personnellement, je me suis acheté un CLM l'année dernière. J'ai pas l'intention de me racheter un vélo dans les 5 prochaines années. Enfin, clairement. C'est pas prévu, donc clairement le vélo. CLM, c'est quel type de vélo? C'est contre la montre. Ok. Donc c'est ceux qui sont fuselés, profilés, ouais. Une paire de chaussures. Moi, j'en fais entre 3 et 4 par an. Une paire de running. 500 km à peu près? 650, 700. Ok. Donc je fais à peu près. J'en fais. Ça dépend de quelles chaussures, mais effectivement, j'en fais entre 3. Tu nous as pas dit le prix du vélo? Prix du vélo, je l'ai payé 7000. 7000 €, ok. C'est les prix. C'était mon petit plaisir. Ok. On peut trouver moins cher. Hein. Clairement, moi, je l'ai pris neuf. On peut trouver largement moins cher en occasion. Enfin, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais me faire plaisir. Okay. T'as une selle sur mesure? Non. Ok. Non. Et les chaussures? Donc les chaussures, faut compter selon les modèles, entre 150. Moi, le moins cher que j'ai, c'est 150, et le plus cher que j'ai payé, elle valait 275 et je les avais eu à 200. Ok. Et voilà. Donc ça c'est 3-4 paires par an plutôt. La trifonction, donc la tenue que tu mets pour les compétitions de compétition, moi je la garde en général. Elles ont fait 2 ans à chaque fois. Là en fait le truc c'est que vu que tu mets les logos des sponsors. Oui, il faut les renouveler. Si jamais tu changes de sponsor, s'il y en a un qui s'en va et un autre qui s'ajoute, faut renouveler forcément la tenue. Donc voilà. Donc en général, c'est 2 ans. Et c'est combien? Là, je l'ai eu, alors je l'ai pas eu gratuitement, mais je l'ai eu à un prix ridicule, mais ça vaut 250 €. Ok. Donc voilà. Après, il y a tout le textile, mais le textile, pareil, une fois que tu l'achètes, genre les shorts, les t-shirts, moi, personnellement, une fois que j'en achète un, ça me dure 3-4 ans, facile, quoi. J'ai pas d'intérêt. La nutrition, par contre, ça coûte cher. Et ça, une fois que tu l'as mangé, a priori, voilà. Et la nutrition, je pense que par année, je dois être pas loin des 1000 € de nutrition, spécifique pour la course, quoi. Et est-ce que tu dirais que si tu avais plus de visibilité sur les réseaux sociaux, tu pourrais négocier des meilleurs tarifs? En promettant, par exemple, des mises en avant ou des publicités ou je ne sais pas. Alors, oui, je pense qu'effectivement, j'ai pris le parti sur mon compte Insta de rester très naturel. Ouais. Dans le sens où j'ai pas envie de m'imposer un rythme de publication. J'ai pas envie de me dire, ok, le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche, faut publier, faut avoir du contenu. Enfin, j'ai envie de publier une photo, je le fais, j'ai envie de publier un réel, je le fais, j'ai envie de publier un truc, je le fais, j'ai pas envie de publier pendant 3 jours, je ne publie pas pendant 3 jours. J'ai pas envie de mettre de story, je n'en mets pas. Alors, évidemment, avec des marques comme Thai Energy ou Kiwami, il faut faire du contenu et on a un contrat où il faut faire, je sais pas, je vais te dire des bêtises, par exemple, avec Compex, il fallait faire 2 stories minimum par mois, tu vois. Okay. Ça va. Ça, c'est pas puis je le faisais, en fait, j'utilisais les produits avant d'être ambassadrice de cette marque-là. Ouais, donc je le faisais déjà naturellement avant. Et les marques, tu vois, genre, je rêverais de décrocher Oka comme sponsor. Okay. Alors je sais qu'il va falloir que je me mette à la course à pied très sérieusement pour le faire parce que eux ils recherchent beaucoup de coureurs et pas trop de triathlètes en ce moment. Mais toi j'ai tag sur toutes les photos et les réels. C'est le moment de un jour peut-être que ça marchera, je sais pas. Mais enfin en attendant voilà, j'ai pas envie de me forcer, tu vois, genre oui, bien sûr que j'aimerais bien avoir plus de followers, mais en même temps, je préfère avoir des followers qui me suivent réellement et qui savent ce que je fais plutôt que d'en avoir qu'un 50 millions et pas d'avoir d'interaction avec eux, quoi. Ouais, je comprends.
D'ailleurs, je trouve que les triathlètes sont pas mal suivis sur les réseaux sociaux. Ça commence, ouais. Ça commence. Moi, j'en ai vu pas mal que je connaissais pas du tout et qui ont genre 100 000, 150 000 abonnés. Je vois que c'est pas mal suivi. Et du coup, est-ce que tu penses essayer d'aller dans cette direction pour éventuellement avoir plus d'abonnés Non, parce que, comme je te disais, j'ai pas envie de me mettre de pression. C'est-à-dire que j'ai envie si je suis en vacances avec mon mec et que j'ai pas envie de poster, j'ai pas envie de devoir le faire. Ouais. Pas d'obligation. Donc je me suis vraiment posé la question en début d'année de savoir ce que je faisais avec ce compte Insta et en fait tel qu'il est, ça me va très bien et puis ça suivra peut-être une progression plus lente, mais au moins ce sera réel, quoi. Ouais. Et est-ce que tu vois des tendances dans le sponsoring en ce moment? Est-ce qu'il y a des produits qui sont plus sur lesquels les marques communiquent plus que d'autres? Le sponsoring équipementier, en fait, t'as la nutrition et surtout la nutrition après l'équipement, tout ce qui va être chaussures, vélo, etc. Après, je vois de plus en plus de pubs pour les produits protéinés, même les marques comme Danone qui ont des... Ah ça non, c'est pas trop dans mon triathlon. Enfin, j'ai pas l'impression en tous les cas. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu négocies tes contrats de sponsoring ou c'est vraiment au feeling Mes contrats de sponsoring, alors ceux que j'ai avec mes partenaires financiers, c'est moi qui les ai faits, qui les ai rédigés et en fait, on est accordé sur des choses très très simples et basiques. Après, pour les marques que je représente, c'est eux qui ont rédigé les contrats et en général, ça va être, par exemple, pour T-Energy, je vais te dire un truc bête, mais il y a un nombre de publications et de stories à faire par mois. Franchement, c'est pas grand-chose. Hein. Enfin, c'est assez... Qui a décidé ça? Ça, c'est eux. Okay. C'est eux et en même temps, ils me filent du produit gratuit. Oui. Donc il y a un moment, il faut quand même que je fasse un retour sur investissement, quoi. C'est normal. Mais je te dis, c'est pas grand chose, hein. Ça doit être 2 stories et une publication, tu vois. Donc, ça va. C'est pas ça qui met la pression. Sur d'autres marques, par exemple, sur Kiwami, je suis censée mettre leur tenue sur les compétitions. Ouais. En même temps, s'ils me filent une tenue, c'est pour que je la porte. C'est normal. Voilà. Après, sur les autres, ça va être du partage de contenu, mais c'est un peu c'est un peu le truc classique, mais. Donc tu dirais que jusqu'à présent toutes tes collaborations se sont bien passées. Ouais. Il y a eu zéro, même tu vois des partenariats qui se sont terminés. J'ai eu aucun problème pour l'instant avec eux. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Dans les négociations avec les sponsors ou dans les recherches avec les sponsors? Je pense qu'il faut que les objectifs soient clairs. C'est-à-dire qu'il faut savoir quel est l'objectif de l'athlète. Quand tu es amateur, trouver des sponsors financiers, c'est pas forcément évident. Ça, je suis d'accord. Maintenant, ça peut se faire avec les petites entreprises du coin, en fait. Il faut aller voir les petites entreprises de sa ville. Faut pas forcément viser les gros trucs tout de suite. C'est pas eux qui vont croire en toi. C'est vraiment les petits trucs. Ouais. Aller voir, l'artisan du coin. Moi, tu vois, je me suis dit, si jamais je me qualifie aux mondiaux à Kona, je vais aller voir l'entreprise qui a fait mes travaux de cuisine, l'entreprise qui a fait mes travaux de fenêtre. C'est des petits trucs. En fait, eux, c'est juste du donnant-donnant. En fait, ils vont défiscaliser. Ils vont faire plaisir à quelqu'un. Tu vois, après, ça se trouve, ça n'a pas marché, hein. Ça se trouve, je vais aller les voir et ils vont me dire non, tu vois. Mais voilà, faut oser aussi. Faut oser aller voir les gens. C'est plus sympa d'ailleurs d'avoir quelqu'un qui vient te voir en face que par message, hein, clairement. Ouais. Et puis après, faut vraiment avoir un objectif clair. C'est-à-dire, c'est pas juste financez-moi ma saison, s'il vous plaît. C'est moi, par exemple, mon objectif, c'était j'ai envie de me qualifier aux mondiaux, je vais faire ça. Et voilà mes étapes pour y arriver. Ouais. Et évidemment, faut avoir un minimum de résultats dans le sens où si tu dis je me qualifie aux mondiaux mais que tu mets pas du tout l'investissement nécessaire, ils vont se dire mais en fait c'est bidon son projet, quoi. C'est pour rien. Et donc, quel conseil tu donnerais justement à une jeune triathlète qui cherche des sponsors? Ce que je viens de dire.
Ouais. Ce que je viens de dire, mettre. Toi, t'es plus sur le porte-à-porte, hein. Ouais. Plutôt que le. Après, faut pas hésiter, tu vois. Il y a des marques, par exemple, si on veut faire de l'équipementier, faut pas hésiter à contacter les marques sur Insta, par exemple. Ouais. Moi, je l'avais fait pour Ta Énergie, je l'avais fait pour In Silence, et il y en a qui m'ont dit non. On a nos ambassadeurs qui sont déjà on est déjà complet pour la saison qui arrive. Il y en a qui m'ont dit oui, et du coup, en fait, faut juste oser. Au pire, vraiment, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on te dise non. Oui. Ça va, c'est pas très très grave. Ouais. Faut accepter les noms aussi, hein. Et justement, toi, dans ta deuxième vie, quand tu auras tourné la page du triathlon, est-ce que tu pourrais t'amener à sponsoriser Avec plaisir. Franchement, tu vois, le sponsoring, c'est pas que de l'argent. Et tu vois, ça pourrait être, enfin, si jamais j'arrive à ouvrir le lieu que je veux, ça serait mettre à disposition sur une semaine ou deux l'infrastructure pour aller s'entraîner. Enfin, tu vois, avoir un lieu gratuit. Enfin, c'est quand même parce que ce stage c'est pas donné, hein, donc. Ouais, t'as complètement raison. Enfin, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être si j'arrive à développer ma boîte actuelle, franchement, pourquoi pas aller sponsoriser des gens, hein. Ouais. Avec plaisir. Ok. On devait évoquer la partie mentorat, mais de ce que tu m'as dit tout à l'heure, pour l'instant, t'es pas encore très impliqué dans la communauté du triathlon. La partie, c'est-à-dire. C'est-à-dire prendre des athlètes sous ton aile et commencer à les. Si, je coach des athlètes. Ah, raconte-moi ça. Si. Bon, en fait, j'ai commencé à. En fait, je suis vraiment, comme je suis passionnée, j'aime beaucoup justement. En fait, j'aime bien avoir plusieurs perspectives, plusieurs points de vue. Et du coup, j'ai passé, en fait, cette année, j'ai passé un diplôme pour être encadrant bénévole pour la session, pour les groupes adultes. Okay. Donc, du coup, tu apprends à construire une séance, etc., à construire un plan, etc. Et du coup, en fait, moi, le coaching, ça a toujours été un truc, je me suis dit, si jamais je devais refaire ma vie, peut-être que je me serais plus réorientée vers STAPS et pour faire soit kiné, soit coach. Enfin, vraiment, si j'avais été tout de suite dans le sport comme là. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de coacher, voilà, mais vraiment pour le plaisir, tu vois. Genre, j'ai pas envie d'en faire mon métier, donc c'est vraiment genre 2-3 athlètes. Là, j'en ai 3 et j'ouvre pas, enfin, je veux pas en prendre plus pour l'instant. Ouais. 3, c'est largement. Copines, quoi. Hein, c'est limite des copines. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, je trouve ça trop cool justement d'avoir cet aspect. Là, j'en ai un qui prépare un Ironman, une qui prépare un half et une qui osait pas préparer un L et qui me disait oui, mon coach est très très axé performance. Du coup, je me retrouve pas trop dans ce qu'il fait. Et je lui ai dit bah si tu veux, on peut essayer, tu vois. Moi, je suis très axé performance pour moi, mais après pour les autres, chacun fait comme il veut, elle la pratique qu'il veut. Et du coup, on a commencé là il y a pas très longtemps. Et bon, elle a l'air d'être plutôt contente. Et en fait, je kiffe avoir leur point de vue justement. Enfin, c'est différent parce que elles sont pas comme moi, tu vois, à se dire il faut que j'aille faire 8 heures de vélo, tu vois. Non, elles s'en foutent. Elles ont fait 2 heures, elles sont très contentes. Ouais. Elle s'en fout du temps qu'elle va faire à son triathlon là. Elle veut juste le finir et être bien. Ouais. Et c'est trop bien. Bah, pouvoir déjà dire qu'on a fini. Hein, C'est ça. Et je lui ai dit, bah, vas-y, on va essayer, tu vois, il n'y a pas de souci. Ouais. On va le faire. Et comment ça s'organise? Bah, en gros, je les appelle le dimanche. En général, j'appelle mes 3 athlètes. Je regarde avec eux les séances. J'essaie d'évaluer le niveau de fatigue. Je regarde comment ils ont réussi, si tout a été respecté. Et en fonction de ça, je jauge de savoir si on continue sur une semaine de charge, par exemple, ou si on va plutôt faire de la récup, en fonction aussi de la charge mentale de l'athlète, parce que j'en ai eu une qui s'était mis une pression de ouf pour un semi. Ouais. Elle prépare son objectif de l'année, c'est l'Alphe des Sables. Et elle voulait faire on s'était dit qu'on allait axer le début de prépa course à pied là entre octobre et mars, et qu'on allait faire un semi au mois de mars. Okay. Et elle s'est mis une pression monstre dessus, mais je l'ai eu en pleurs au téléphone et je lui ai dit mais faut pas pleurer. Ouais.
tu vas pas, enfin, t'as pas de vie entre les mains, tout va bien. Et ça m'a fait trop plaisir dans le sens où elle s'est vachement confiée à moi et tout. Et j'étais trop contente parce que du coup, elle a quand même fait un super chrono par rapport à ce qu'elle avait fait avant. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus sereine et beaucoup plus en confiance. Et je trouve ça trop bien d'arriver à donner confiance à quelqu'un, en fait. Et de rassurer et d'être là et d'essayer d'encourager. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est génial. Et du coup, c'est quoi tes objectifs à court et long terme? Bah là, le premier objectif, ça va être le Frenchman dans un mois. Ouais. Donc, voilà. C'est où? C'est à Carcan, à côté de Bordeaux. Ok. Le XXL, donc c'est l'équivalent d'un Ironman. Je verrai ce qui sortira. Enfin, au début, je voulais faire une perf et faire mieux qu'en Italie, mais là, je verrai ce qui sortira au moment venu. Parce que clairement, j'ai eu trop de pépins sur la prépa, donc on verra. J'ai pas envie de me mettre de pression, on verra ce qui sort. Okay. Et déjà, le finir, ce sera très très bien. Il y a d'autres compétitions que tu as envie de faire? J'aimerais bien. Alors moi, il y en a plusieurs, j'aimerais bien faire. Déjà, il y a Kona, que je pense c'est un peu un mythe, et je kifferais réussir à me qualifier pour aller faire le championnat du monde là-bas. Il y en a une autre que j'aimerais faire, c'est comment ça s'appelle? L'Ambraman. Mais je suis un peu mitigée. Mais j'aimerais bien la faire. J'aimerais bien la faire pour le mythe. Ou alors, dans le même délire, le Extreme Icon Triathlon, qui est dans les Dolomites. Donc, en gros, tu nages en altitude, tu as un parcours de 180 km de vélo avec 5000 d'NMI positifs. Et après, tu fais du trail. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu le style de course que j'aimerais faire. Mais bon, on verra parce que j'ai aussi d'autres projets perso. Donc voilà, on verra à quel moment je l'ai fait. Ok. Et est-ce que tu commences déjà à planifier ta sortie du triathlon? Non. Ta fin de carrière sportive? Non. Bon, pour l'instant, t'es dans l'entraînement, focus. Ouais, je sais qu'à un moment, je ferai un stop parce que je sais qu'un jour, j'ai envie d'avoir des enfants. Donc forcément, à ce moment-là, ce sera différent. Et je sais que du coup... on verra. En fait, je sais pas comment je vais gérer le jour où j'aurai enfant. Je sais pas si la grossesse se passera bien, si l'accouchement se passera bien, si le post-grossesse se passera bien. Enfin, c'est trop de trucs que, pour l'instant, je n'en sais rien. Donc, mais je sais qu'il y a l'ultra trail qui m'intéresse aussi, et je sais que j'y viendrai un jour. Donc, je me dis que ce serait un bon compromis, je pense, après grossesse, de se dire, je reviens sur l'ultra en ultra trail, et puis après, je reviens sur les triathlons. Enfin, on verra. Je sais pas. Pour l'instant, déjà, je me suis fixé mes objectifs jusqu'en 2025, et après, ok. Il y a le temps. Okay. On suivra de toute façon tes aventures. Je ferai des petits posts pour relayer tout ce que tu fais, mais on peut te suivre où? Sur Instagram, du coup. Ouais. Amélie_triathlon. Ok. Voilà. C'est tout. Après, j'ai LinkedIn, j'ai Amélie Marot sur LinkedIn, j'ai Facebook, mais Facebook, je garde la sphère privée, et LinkedIn, c'est plus le pro, donc principalement sur Instagram. Insta. Ok. Bon, les auditeurs pourront jeter un coup d'œil. Pour conclure, je vais te poser quelques petites questions. Ah oui, c'est rapides. Quel est le pire conseil que tu as reçu? Le pire conseil que j'ai reçu? Ah tu vois, ça devait tellement passer au-dessus de la tête que je m'en souviens pas. Franchement, je sèche. Je pourrais te donner le meilleur conseil que j'ai reçu si tu veux, mais alors le pire... Ouais. Je pense que, ouais, si. Ça revient, enfin, c'est pas vraiment un conseil qu'il m'avait donné, mais le gars là qui m'avait dit qu'il faut attendre 3 ans pour faire un Ironman, heureusement que je l'ai pas écouté, lui. L'as pas écouté, ouais. Parce que du coup, au bout de 3 ans, j'en aurais déjà fait plusieurs. Si t'étais pas triathlète mais que t'étais dans le sport, ce serait lequel? Si j'étais pas triathlète mais que j'étais dans le sport, je pense que ce serait l'équitation. Ok. Le saut d'obstacle? Ouais. Okay. T'en fais? J'en ai fait. Ok. Quelle compétition tu rêves de gagner? De gagner? Ouais. Je pense que ce serait le Tour Henman, parce que c'est à la maison et que ce serait stylé de gagner cette course-là, mais on verra si un jour j'ai le niveau pour ça. Ok. Est-ce que tu as un rituel superstitieux avant une course? Alors, superstitieux, je sais pas, mais à J-2 de la course, j'aime bien manger une pizza. Ok.
Quelle est la chose la plus embarrassante qui te soit arrivée sur une compétition? Ah, sur une compétition, j'allais dire la plus embarrassante dans ma vie, je suis pas prête à vous partager ça. Sur une compétition, c'était mon premier Ironman. Ouais, c'était quand même embarrassant. Mon premier Ironman, j'ai eu pas mal de problèmes d'ordre gastrique. Et sur la course à pied, à un moment, ce qui devait arriver arriva. Je dois partir me soulager. J'arrive à prendre un endroit où il y a des arbres et que je suis assez cachée du public. Ouais. Et je commence à faire caca, quoi, en utilisant les bons mots. Et là, il y a un mec qui vient se poser, littéralement à 5 mètres de moi, pour faire la même chose. Et du coup, on se regarde et on fait salut. Collectivement. Voilà, collectivement, je me rhabille, je me casse et je dis putain, j'espère que je vais pas le recroiser. Ok. C'est vrai que c'est embarrassant. Ton meilleur souvenir en compétition? Mon meilleur souvenir en compétition, je pense que c'est sur l'Ironman d'Italie, sur le 2e tour. Parce que je suis arrivée en fait sur le premier tour, ma famille me dit je suis 5e et voilà, et au 2e ou 3e tour, ils me disent je suis 3e. Ouais. Et là, je pense que j'ai trop d'émotions qui sont arrivées d'un coup et je me suis dit c'est trop génial. Je peux le faire. Ouais. Ok. Si tu pouvais courir avec un athlète, vivant ou mort, ce serait qui? Ce serait j'hésite entre Lucie et Manon Jeunet, je pense. Lucie Charles ou Manon Jeunet. Ok. Comment tu réagis aux critiques et aux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une communauté incroyable et que je n'ai pas encore eu... j'ai jamais eu de vagues de haine, de critiques, de commentaires négatifs. Vraiment, enfin, même en story ou quoi, genre vraiment rien à part ce mec qui m'a dit ça, qui m'a dit là pour l'Ironman, mais enfin, j'ai pas encore eu ce malheur d'expérimenter ce genre de situation, donc je pourrais pas te dire, mais j'ai envie de dire comme ça, je m'en fous, mais je pense qu'on s'en fout jamais vraiment complètement. Ouais. Ça fait toujours un peu de peine, mais je pense qu'il faut vraiment pas s'y attarder parce que c'est vraiment pas ça la vie. Ok. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais envoyer aux triathlètes ou à n'importe qui? De manière générale, à n'importe qui, c'est de croire en ses rêves et je vais me répéter encore une fois, mais quand tu veux, tu peux. Donne-toi les moyens. Ok. Natation en piscine ou en eau libre? Piscine. Vélo de route ou vélo tout-terrain? Vélo de route. Course sur piste ou en sentier? Piste. Entraînement en solo ou en groupe? Très difficile celle-là. Je suis malheureusement solitaire, donc j'irai solo. Même si j'adore les entraînements avec le club et avec les copains, mais j'ai appris toute seule et j'adore être toute seule. Lever de soleil ou coucher de soleil? Lever de soleil. Lever de soleil à l'entraînement, mais coucher de soleil à l'apéro. Ok. Gel énergétique ou barre énergétique? Gel. Triathlon sprint ou Ironman? Ironman. Musique pendant l'entraînement ou pas? Oui. Course en montagne ou sur plat? Course sur plat, parce que je suis plus forte sur le plat, mais j'adore la montagne. Fractionné ou longue distance? Fractionné. Prépa mentale ou physique? Physique. Compétition locale ou internationale? Là, je suis mitigée. Ouais, je vais dire international, mais quand ça reste dans un périmètre accessible en train ou en avion. En train ou en voiture, je veux dire, pardon. Ouais. Je tourne pour ne pas trop prendre l'avion. Limitrophe de la France, quoi. Ouais, voilà. Ok. Entraînement en altitude ou au niveau de la mer? Altitude. Montre de sport ou ces gadgets? Montre de sport, forever. Hydratation eau ou boisson énergétique? Pastilles d'électrolytes à énergie. Après course, massage ou bain de glace? Bain de glace. Et du coup, ça on le sait déjà, vacances sportives ou... Sportives. ou sportives. Ok. Eh ben, merci d'être venu. Sur cet épisode de Citizen Cast.
riche en révélations et sur les coulisses du triathlon. On en sait déjà un peu plus. Peut-être qu'on se reverra sur un prochain épisode pour faire une mise à jour. Avec plaisir. De tes résultats. Donc, prochaine compétition. Dans un mois, le Frenchman à Carcan. Ok. Alors ça, on va regarder sur Facebook. On mettra un petit post. Et puis, merde pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et faites du sport.